On verra ce qu'on a le temps de faire d'autres, tellement ça va être Razzia Gattuso. Thibaut, tu confirmes pour Gasset? Non, je confirme pas, parce qu'on est en plein dans les 2 heures où la direction et plein de gens autour de l'OM balancent tous les noms possibles et imaginables. Donc non, ça m'a que je préparais l'émission, que j'avais un coup de fil, la préparation de l'émission, etc. Je n'ai pas été auprès des proches de Gasset pour demander s'il avait signé. Et en 2 heures, c'est impossible en fait qu'ils aient viré Gattuso, appelé Gasset cette nuit, obtenu les réponses positives de l'agence matin, et voilà, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? MK59, Yannick Star, Yannick 1726. Gasset, c'est ni Longoria ni Benassia, c'est Tessier. En effet, ça ressemble beaucoup plus à du Tessier qu'à Longoria ou Benassia, au niveau des réseaux, en tout cas. Pour monter en direct, parler de vos actualités favorites de l'émission, les amis. Alors qu'en effet, Joey Barton s'est porté candidat. Ça y est, j'ai redescendu tous les commentaires parce que là, c'était beaucoup, beaucoup trop. On est plus de 1400 connectés en direct ce midi dans le Dash Foot. C'est la folie du lundi. On aura Dash Foot lundi, jeudi, vendredi cette semaine pour revenir jeudi sur l'actualité Coupe d'Europe, Ligue des Champions, et puis vendredi sur l'Europa League. Marty McFly en pompier, je veux Courbis. Ah bah, entre Courbis, Antonetti, on a du bon pompier. Derzakarian est déjà pris. Et il fait les beaux jours de Montpellier. Victoire 3-0 face à Metz. C'était formidable. Le retour de Mitchell. Non, Mitchell, il y a autre chose à faire. Le poste d'entraîneur, j'ai pas touché. Eh oui, écoutons-nous un petit peu là. Un peu de légèreté. Écoutons-nous notre ami Brandao pour remettre. Voilà. 1, 2, normalement. Déjà 2 fois. Voilà. Non, j'ai pas touché. Déjà 2 fois. Non, j'ai pas touché. Voilà, premier sujet. Revenons quand même sur cette étrangeté, ce match. Alors, ça, ce sont les images des RMC après la rencontre. Moment dramatique. On nous dit, regardez, dès la fin du match, ils sont en réunion explosive. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était le geste de Longoria, là. Juste ici, là, à ce moment-là. Il demande quoi? T'as pas une clope? Ou il demande quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il fait ce geste-là. C'est quoi? C'est une clope? Ou c'est coupe le téléphone, coupe la caméra? Regardez ce petit geste-là. Hop, hop. Ouais, Klopp plutôt, hein, peut-être Klopp. Regardez Benassia au téléphone. Ils sont en train de prendre des nouvelles pour savoir ce qu'il faut faire de Gattuso. Réunion au sommet. Non, c'est comme une après-match classique. Hein. Tu peux tout faire dire à ce genre d'image. On a Greg Lamela, le directeur commercial, là, que vous voyez face à nous. Longoria, Tessier, Benassia, réunion au sommet. Les images d'RMC, incroyables. On se croirait dans une série Netflix. C'est Pas de patrouille, saison 12, épisode 28, rencontre au sommet. Voilà, oui, on a peur. Gattuso viré de l'OM. En tout cas, c'est le sujet du jour. Vous l'avez compris, les passionnés. 3 entraîneurs en une saison. Et on est donc au, si je fais bien les comptes, 7e pour Pablo Longoria en 3 ans. Pablo Longoria 2021, donc Villas-Boas. Pablo Longoria qui prend vraiment, devient président, prend donc Nasser Larguette, Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso. On est à 6. Je me trompe pas, j'en ai oublié des intérimaires. Ah oui, Abardonado, un match 7. Et là, on arrive au 8e coach en 3 ans. Excusez-moi, je pouffe de rire là parce que ah oui, c'est quand même là, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose. Quand même, 8 coachs en 3 ans. Il y a de l'argent hein, pour virer les gens. Ah oui, là, et ma courte qui n'a plus parlé de l'OM depuis un peu plus d'1 an et demi publiquement. Voilà, tout va bien, sauf à base de communiquer de sortie de Nsezou et de passage à Marseille-Reims pour dire je parlerai bientôt. Et voilà, incroyable. Waouh, c'est incroyable. Ben oui, t'inquiète pas, ça arrive. On a toujours suivi ce dossier Zaza et il n'y a pas de sujet là-dessus. Hein. T'inquiète pas, tout est carré. N'hésite pas si tu as un argument à donner. Tu montes en direct, en visio sur Twitch et puis on en discute. Alors, la vraie question du jour, on va revenir là-dessus. Ça, c'était les images d'hier à Brest sur y avait-il penalty? Bah oui, il y avait penalty sur Iliman Ndiaye. C'est un scandale quand même. Je veux dire, Gattuso, il a été bon en décembre et puis après il s'est entêté avec ce 4-3-3 parce qu'on lui a pas filé les joueurs pour jouer en 4-3-3, donc il a voulu montrer à Longoria que voilà, tant pis, il allait mourir avec ses idées. Il est mort avec ses idées. Il a fait l'idiot un petit peu à pas vouloir mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Mais en vrai, entre le match de Metz, le match où il domine 2 fois au Shakhtar et ils prennent 2 buts à chaque fois dans les 3 minutes, et là, le match qui doit tourner directement en faveur de l'OM, même s'ils sont nuls, je suis d'accord, mais le match peut tourner en leur faveur avec ce penalty. Il y a la VAR, la VAR ne revient pas là-dessus.
Mais à quel moment, en fait, si c'est Mbappé, n'importe qui, mais à quel moment on revient pas là-dessus? L'arbitre, il est très mal placé, on le voit là, il est derrière, donc il peut pas forcément voir, mais derrière, mais vous avez la VAR, en fait. Mais que se passe-t-il dans la tête des arbitres ou dans le camion? Ils ont tous cligné des yeux au même moment et ils écoutent pas les commentaires, ils regardent pas les réseaux sociaux en même temps. C'est incroyable. Donc Gattuso viré, je veux bien, mais il y a vraiment ce que je redis, et c'est pas de la faute de Gattuso, arrêtez avec Gattuso, ceci, Gattuso, cela, etc. Gattuso, oui, il n'a pas été le meilleur coach, oui, mais c'est pas de sa faute s'il a pris l'équipe au mois d'octobre sans prépa. C'est pas de sa faute si ensuite ça a été sauf qui peut la direction de Longoria jusqu'à Riondo, jusqu'à Frio, etc. Avec personne derrière, il n'y a plus de cellules de développement. Enfin, c'est incroyable. Et derrière, lui, il est mis au feu à chaque fois, toutes les semaines, conf de presse et tout, et vas-y, et assume. Bon, je vois absolument pas comment vous pouvez reprocher les résultats actuels à Gattuso. C'est beaucoup plus haut que ça. Quand la direction joue à sauf qui peut, quand il n'y a plus de fil rouge dans ce club, quand il y a un directeur sportif qui arrive en prestataire, c'est pas possible en fait d'avoir des joueurs concernés en dessous et qui ne soient pas déstabilisés. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lyon. Vous avez vu qu'une fois que Textor et Laurent Prudhomme ont remis de l'ordre, avec ligne directrice, fil rouge, 3-4 joueurs en plus, ça repart. C'est ça les clubs. À Marseille, on s'écrase gentiment, mais sûrement. Là, on vient de perdre une aile, on vient de perdre l'autre aile, on essaie de faire l'atterrissage. Ok, voilà, on sait que derrière, ça va forcément être une officialisation de session, etc. Mais waouh, quel bazar total. Donc la question du jour, on va revenir là-dessus parce que pour moi, ce penalty, c'est quelque chose qui a vraiment métamorphosé le scénario du match. Je ne sais pas si on peut revoir le but, en tout cas de Les Melou. Mais Les Melou, j'ai tweeté hier sa réaction d'après-match et c'est génial. Autant de simplicité, de vérité dans sa bouche. Il dit il y a penalty sur Iliman Ndiaye. Oui, il y a faute. Oui, je l'ai touché. Bon, on a eu de la chance, un coup de chance, tant mieux. Et vous vous rendez compte, comme le scénario quand ça va pas dans le football. Donc vous vous rendez compte, ce scénario, le joueur qui doit prendre carton jaune, penalty en début de match, c'est le joueur qui fait ton interception sur un 1-2 de l'US Stade Sable de 4e division de district d'Ulysse Garcia et qui se retrouve à marquer le but d'un tir croisé où pareil, Ruben Blanco, il a le droit de fermer ses jambes sur ce genre d'action et ça fait un 0 d'une équipe qui est pendant 30 minutes à 10 contre 11. Bon, et à un moment, quand tout est à l'envers, tout est à l'envers. Et ils ont raison, en effet, de se séparer de Gattuso là, parce que les fusibles, ils sont là. C'est levier Gattuso, fusible Longoria, bien sûr, qui fait plus rien. D'ailleurs, on voit que si jamais il y a Antonetti, Gasset ou autres qui arrivent à l'OM, ce ne sont pas les réseaux Longoria. Ce ne sont pas les réseaux Longoria. Mais Ulysse Garcia, oui, Gattuso n'est pas responsable du fait que Ulysse Garcia, qu'on lui a mis dans les pattes cet hiver là, en janvier, soit incapable de faire un 1-2 dans ses 25 mètres sans la donner directement au meilleur joueur adverse. C'est Gattuso, il peut un peu leur apprendre le tactique, un peu leur donner la niaque, un peu leur expliquer ce qu'ils demandent, mais il peut pas être responsable que Ndiaye soit une chèvre, que devant Aubameyang, tu as l'impression qu'il est complètement sur une autre planète. Oh, c'est quand même une situation où, bon, je veux bien, moi, je veux bien qu'on fasse porter le chapeau à Gattuso, mais voilà. On va faire montrer Kamel, on va faire monter aussi James qui veut intervenir en direct avec le qui pour remplacer Gattuso en question du jour, bien sûr, dans cette émission. Mais moi, je vous le dis, là, je viens d'en parler, l'échec Gattuso, la faute à qui? Je regarde vos commentaires. Wow, c'est... il y a Brouard aussi de Libre, il y a Chuck Norris au message, il y a José Anigo. Un truc de fou. Klopp, un indice. Non, il n'y a pas de Klopp, un indice. Ouais, est-ce qu'il est licencié ou démission? Je pense que, de toute façon, il avait un petit contrat d'1 an, il va toucher à la fin de son salaire, et puis ciao, hein, c'est pas grand-chose pour l'OM. Pourquoi ne pas reprendre Villas-Boas? Peut-être parce qu'il n'a pas envie de venir dans ces conditions. Et on est parti déjà parce qu'il n'y avait pas un euro et une équipe catastrophique, on lui a acheté des Encham, Villas-Boas. Je pense que, voilà, tout simplement,
Front of you quand le jeu Football Manager bug. Ah ouais, là, c'est un gros bug. Tu redémarres la partie à chaque fois, là, si ça se passe comme ça. Jeff Panaclock, coach. Ah oui, vous êtes en mode folie dans les commentaires et en direct dans l'émission. Gattuso est responsable, me dit Anto 13, de ne pas avoir mis Merlin peut-être, parce que Merlin est arrivé depuis 4 matchs, il en a joué 3 d'affilée, et qu'à un moment, dans toute équipe, quand tu joues tous les 3 jours, tu es un tout petit peu obligé de faire tourner. D'où le problème depuis le début de saison d'avoir mis Klose à tous les matchs, d'avoir lessivé les joueurs aussi la saison de Tudor, où il a lessivé les pistons. Non, c'est normal que Gattuso ait un peu fait tourner sur ce match ce dimanche, puisqu'il y a encore un match très important à domicile jeudi face au Shakhtar. Donc non, le turnover était logique. Mais est-ce que l'effectif qu'on lui a donné est lui logique, complémentaire, intéressant ou talentueux? C'est zéro, c'est sûr, c'est clair, net et précis. Kamel, qui monte en direct, on va lui demander son avis sur la situation, puis comme ça je réagis à tous vos messages, vos questions aussi dans la foulée, et on traite ce sujet qui, après Gattuso. Kamel, en direct, bienvenue à toi dans le Dash Foot, salut. Bonjour à tous, bonjour à la team, et bonjour à toi Thibaut. Je venais déjà, comment dire, pour que tu me rassures, pour que tu arrives à m'aider à positiver, parce que je suis au bout du bout, comme beaucoup de supporters marseillais. Là, ce que j'ai vu hier, je pense qu'on a atteint le fond du trou, surtout au niveau de l'attitude des joueurs. De toute façon, on l'a vu quand tu vois l'équipe de Brest hier et notre équipe à nous hier soir. C'est le jour et la nuit, quoi. D'un côté, tu as des joueurs qui courent, qui sont capables de piquer les 100 mètres pour traverser la moitié du terrain. Et d'un autre côté, tu as un Balerdi qui fait une talonnade pour arrêter un attaquant et laisser passer le joueur, quoi. Donc voilà, pour moi, ça résume le match, quoi. Je veux dire, à 11 contre 10, pas arriver à enquiller plus de 3 tirs cadrés pendant un match. Moi, je suis désolé, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Gattuso, mais à la fin du ceux qui sont sur le terrain et qui ont le ballon, c'est les joueurs. Donc ouais, moi, je suis dépité, dégoûté, écœuré. Je sais pas, j'ai pas d'adjectif assez fort pour décrire ce que je vis aujourd'hui, comme la plupart des supporters marseillais. À chaque fois que je vois leur match, je suis plus en train de me dire à quel moment on va marquer, mais à quel moment on va se faire égaliser. Parce qu'à chaque fois qu'on marque un but, tu peux être sûr que dans les 5 minutes qui suivent, on se prend un but râteau. Je te parle même pas des erreurs d'arbitrage. Bon, maintenant, ça arrive même plus à justifier le fait qu'on perd tous nos matchs, qu'on n'arrive pas à en gagner un seul. Mais c'est surtout l'équipe, quoi. Quand tu vois que les joueurs, ça fait des semaines et des semaines qu'ils se confondent en excuses, qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont conscients, qu'ils portent le maillot de l'OM, et puis qu'au final ils nous vendent un match aussi pourri. Je suis désolé, quoi. Moi, je virerais tout le monde, quoi. Ouais, mais bon, virer tout le monde, c'est impossible. Mais non, mais voilà, dans l'absolu, je te parle dans l'absolu. Le constat, c'est que quand même, ils n'ont pas le niveau pour jouer à l'OM pour les 3/4. Donc, ils doivent être sincères quand ils disent on aimerait faire mieux, on n'y arrive pas, etc. Mais quand on regarde l'équipe, c'est pas une équipe pour l'Olympique de Marseille qui a monté Longoria, là, c'est une catastrophe. C'est une équipe de pied nickelé, voilà, alors, bien sûr, alors quand il y a le 11 titulaire, on peut se dire que, mais en jouant tous les 3 jours, tu sais que tu as besoin de 16 joueurs, 18 joueurs, pas 11. Donc eux, ils en ont pris 9 à 11, et ils se sont dit on va faire la saison. C'est pas possible. Et donc en effet, quand tu as une équipe de Brest 100% mentalement qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, en face, tu as besoin d'avoir plus que ça. Mais moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que l'OM, avec cette équipe, moins que rien, on voit Onana aussi catastrophique hier. Vraiment, Rafaela Pimenta est contente de l'avoir placé à l'OM. C'est quand même une équipe qui ne prend pas de volet. Alors, ils perdent que 1-0 à Brest. Alors oui, ils étaient à 10 contre 11. Ils perdent d'un but contre Nice, un but contre Monaco. C'est incroyable quand même. Je me dis, ils s'accrochent un petit peu, les bonhommes, alors qu'ils sont nuls. Il n'y a pas de passe. C'est catastrophique. Et hier, ils peuvent même mener 1-0. Alors, des fois, je me dis, mais ils vont finir par y arriver. Ils sont nuls, mais non. Malgré tout, ça tourne toujours dans le mauvais sens. Alors, on écoute Mehdi Benassia. Je suis arrivé, pareil, donc comme je t'ai dit, au mois de novembre. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui dans l'attitude,
en tant que leader international français. On pensait que le message était passé. Malheureusement, ça ne l'était pas. On arrive contre Monaco. Jo demande le changement. Et nous, sur un jour aussi important, tu es obligé de lui dire, faut serrer les dents. C'est pas un moment où tu peux me lâcher. Parce qu'il nous manque 10 ou 12 mecs à ce moment-là. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand tu sors et qu'on apprend par le staff médical que c'est un coup, qu'en fait, bah non, il n'y avait rien de particulier, que le joueur avait demandé à sortir, tout le staff n'est pas content. Si c'est mieux, peut-être que le joueur a des envies d'ailleurs, on les écoute. Mais il n'y a pas eu d'offre. Ok, il joue, il n'y a pas de souci, on verra en fin de saison ce qui se passera. C'est incroyable. Incroyable déclaration de Mehdi Benassia quand même à ce sujet-là. Mais regarde, écoutez. Parce qu'il nous manque 10 ou 12 mecs à ce moment. Il nous manque 10 ou 12 mecs, donc c'est de la faute de Klose s'il s'est fait mal au genou et qu'il ne veut pas rejouer. Mais on est chez les fous. Il manque 10 à 12 mecs. Et ben c'est de la faute de qui? De la direction, de la préparation physique de l'été dernier de Marcelino. Et c'est absolument pas de la faute de Klose qui joue depuis 2 ans à peu près 90% des matchs sans avoir de backup valable et à qui on demande de tout faire. Et en plus, dans une équipe, jamais de la vie, votre latéral droit est votre leader. Ni technique, ni voilà, ça fait partie peut-être des bons joueurs de votre équipe, mais c'est pas votre capitaine, c'est pas votre leader, ça n'existe nulle part. Donc à l'OM, le meilleur joueur, c'est l'arrière droit d'un 4-3-3. Bon, bah, mais dis-moi ce que tu en penses, Mehdi, de cette sortie, mais déjà, Kamel, pardon, Mehdi. Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ce que je comprends pas, c'est que c'est la première fois que j'entends un directeur sportif faire une interview à l'antenne pour parler de sa propre équipe et notamment de Klose. Moi, je vois qu'une seule chose. Après, ça reste une hypothèse. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de précipiter l'arrivée des Saoudiens pour les obliger à venir beaucoup plus tôt, quand quelque part en démontant le club, quoi? La piste Gasset, est-ce que tu valides ou pas du tout? Ce n'est en tout cas pas du tout le réseau Longoria. Didi monte en direct en visio et on l'accueille. On enlève Pablo, on enlève Mehdi Benassia, on accueille Didi. Salut à toi. Salut Thibaut, salut tout le monde. Je voulais revenir rapidement sur Benassia parce que en fait pour moi hier il a eu quand même des éléments de langage qui me font un peu voir son rôle en fait. J'ai l'impression que c'est un peu le bouclier de Pablo Longoria entre guillemets, dans le sens où on a eu les événements là où Pablo Longoria a porté plainte apparemment pour des histoires de harcèlement ou autre. Bon, on sait pas du tout où ça en est. Et ça, c'est aux sorties d'erreurs qu'il a faites. Et moi, j'étais un fan du travail de Longoria. Mais il faut avouer, il faut être objectif. Il a fait une erreur avec Marcelino, avec le recrutement. Derrière, il voit que ça se passe mal. Et tout d'un coup, en fait, j'ai l'impression qu'il a quand même du mal à assumer ses erreurs. Et dès que ça sent le roussi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il trouve une tierce entité ou une tierce personne à blâmer. Et là, quand même, sur Klose, j'ai l'impression qu'il utilise un peu Benassia pour diriger les doigts, le pointer tout le monde sur... alors, il a dit 2-3 éléments de l'équipe et bizarrement, il ne nous a pas cité les 2 autres éléments, quoi. Ouais, c'est clair. Il n'a arrêté que sur Klose et c'est un peu surprenant quand même parce que je me dis, même si... Et c'est peut-être vrai qu'au niveau de l'investissement, Klose, peut-être qu'il y a eu des problèmes, mais déjà, tu sais quand l'interview va sortir, tu sais que c'est avant un match, qu'on est dans une situation compliquée. Tu le fais avec Nasri, bon, ils se connaissent très bien, Nasri et Benassia quand même. J'ai l'impression que c'était un peu comme si c'était un peu un truc très téléguidé, quoi. Il y a pas de complètement. Comme je le disais, en plus, c'est pas en direct. Donc, c'est pas le mec qui sort son truc, là, 1100, là, j'ai envie de le sortir, il fait une erreur. C'est enregistré. C'est enregistré quelques jours avant. Tu sais que ça va sortir 2 heures avant Marseille-Brest. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais que Klose, avant le match, il aura des notifs. Tu sais exactement comment ça se passe. Et là-dessus, tu as tout à fait raison. Et on écoute. Le problème, c'est que Mehdi Benassia en remet une couche à la mi-temps, si je ne me trompe pas. On va écouter ça tout de suite. Je vous ai mis la vidéo de côté. Et là, on se dit, mais c'est terrible, puisqu'il en remet une couche. Mehdi Benassia, il était... c'était juste avant le match. Donc, il y a eu Canal. Et là, en direct, sur Prime, il en remet une couche. Incroyable. Comme tu dis,
mais pourquoi que Klose dans l'histoire et pourquoi l'épingler lui à nouveau? Et surtout que le sujet commençait à être évacué après le mercato. On ne parlait plus de Klose depuis 7-8 jours. Et là, il leur met une couche. Mehdi Benassia sur Prime. Et Jonathan Klose qui redevient titulaire. Jonathan Klose qui est titulaire aussi. On a eu ce souci qu'on a eu, j'en ai déjà parlé, le président en a parlé. Il est là, voilà, il a encore un contrat d'1 an et demi. On n'a pas voulu le sortir pour le sortir, c'est pas ça du tout. On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a noté surtout sur des problèmes comportementaux avec le coach. Il a été reçu plusieurs fois, il faut le savoir aussi, parce que les gens, on dirait qu'on s'est réveillé un matin, on a décidé de sortir international français, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Non, c'est pas vrai. Il y a eu des choses il a été reçu dans les bureaux, il sait aussi pourquoi. On attend beaucoup en termes de rigueur et discipline, surtout pour un joueur de son niveau, il le sait. Aujourd'hui, il est là, évidemment, c'est un joueur important. C'est un joueur important qui va sûrement faire l'Euro aussi à la fin de l'année, donc c'est bien pour tout le monde. Mais voilà, je pense que l'état d'esprit et surtout la cohésion de groupe passera toujours avant chaque jour, ça c'est clair et net. Mais c'est incroyable de pouvoir dire ça. Il va sûrement faire l'Euro, mais nous, on veut le virer. Et comme si même Klose, à 40% de son niveau, il n'était pas au-dessus des 3/4 de l'équipe. Et c'est ça qui me surprend un peu. Je me dis, mais même si Klose là était à 100% de son niveau, est-ce que nos résultats seraient meilleurs? Parce que honnêtement, le reste de l'équipe, il y a pas mal de joueurs là qui n'ont rien à faire sur le terrain. Donc j'ai du mal à comprendre. En fait, il y a quelque chose qu'on ne sait pas pour moi sur ce qui s'est passé ce mercato avec Klose, sur le projet à long terme en fait du club. Et puis il s'invite sur Prime avant le match, alors que d'habitude le directeur sportif ne vient pas sur Prime à ce moment-là. Donc il y a une volonté de. Et le directeur sportif entre guillemets aussi. Parce qu'il se décrit comme un conseiller aussi un conseiller, il est là pour être un peu proche de l'équipe, un peu proche de. Donc en fait, même il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. En fait, j'ai l'impression qu'il nous manque tellement d'éléments en fait. Et c'est soit en effet créer un bazar organisé. Ils veulent vraiment foutre le feu, le bazar, tout en disant au groupe de supporters, calmez-vous, parce qu'on sait que les groupes de supporters, ça a été confirmé donc par certains supporters, notamment chez les Winners, où Rachid Zeroual avait pris le micro en disant on est vendu bientôt, soyez tranquilles. C'était avant le match de Metz, pour qu'il y ait autant de choses contradictoires, puisque en effet le bazar actuel, le feu mis par le Benassia, ça ne va pas du tout avec ce qui doit arriver derrière. Qu'on se dit, oh, c'est organisé, là, il y a quelque chose. Ça ne peut pas être normal, ça ne peut pas être spontané. Et là, ton analyse me paraît bonne. Ça n'a pas de sens, sinon. Et la deuxième chose, sinon, que je voulais dire, c'est... alors, je comprends... Tu vois, quand Longoria a fait toute son équipe avec les Gerson, les Guendouzi et autres, bon, il y avait quand même de très, très gros moyens qui ont été mis, n'empêche, parce qu'on disait que c'était un magicien. Mais quand on voit les sommes qui ont été versées pour acheter des Gerson qui repart 1 an comme ça, 1 an et demi après, c'est un peu étonnant quand même. Ouais. Et là qu'on se retrouve avec à recruter des Ulysse Garcia et on attaque. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que franchement, moi je comprends pas. Je pose la question. Hein. Je ne comprends rien du tout. Je comprends pas qu'on ait passé à une équipe franchement très très bonne, enfin très bonne quand même. Qu'on achète Guendouzi, qu'on achète Gerson, qu'on achète Under, c'était quand même une équipe qui avait un meilleur niveau que maintenant. Ça jouait au foot, tout ça. Et je comprends pas ce qui s'est passé. Tu sais ce qui se passe dans une équipe, et Longoria, c'est pour ça que c'est un fabuleux directeur sportif. Il a été très bon là-dessus quand il a pu avoir plus de 200 millions à injecter dans les transferts. C'est première chose, tu t'achètes une défense fiable, qui ne te posera pas de problème, qui relance vite, comme ça tes milieux de terrain ils sont face au jeu. Qu'est-ce qu'il a été prendre? Saliba. Ensuite, Chancel Mbemba. Il a toujours été prendre 1 ou 2 leaders comme ça pour être tranquille. Un Kolasinac qui peut jouer sur 2 postes aussi, etc., etc. Il a su faire quand il y avait l'argent et qu'il fallait faire. Là, depuis l'été dernier, on le voit en roue libre, disparition et intimidation, plainte. Enfin, il est sur autre chose que le sportif. Il est complètement perdu. Là, les réseaux qu'on nous annonce d'entraîneurs français, ce ne sont pas les siens du tout. Gattuso, c'était déjà pas son réseau non plus. Bon, bref, Jorge Mendes, Rafaela Pimenta, ils bossaient pas avec. Là, ils sont proches du club. Longoria, en effet, est complètement en mode marionnette. Il n'existe plus. Physiquement, les agents te disent aussi que c'était Benassia cet hiver pour gérer le mercato. Alors, on se retrouve avec une situation où, en effet, pourquoi il est encore là? L'échec Gattuso, 8e coach donc en 3 ans, comme tu dis. Il a fait du très bon boulot pendant 2 ans, maintenant plus rien.
est-ce que ça lui ressemble vraiment? C'est quand même fou d'arriver à être bon 2 ans et d'être nul pendant un an. C'est ça, ouais. Correspond au fait ce que je te dis que c'est plus lui. Et derrière, en ligne de mire, tu as donc plein de sources du côté avocat, acheteur, agent, comme j'en ai déjà parlé, qui te disent bah, c'est bon, là on va arriver à une session d'ici fin juin, c'est obligatoire. En Arabie Saoudite, les gens haut placés aussi, en cercle très privé, ont arrêté de baisser la tête ou de faire des tout petits clins d'œil là-dessus et te disent oui, ça y est, on y arrive. Tout est ouvert. Et en revanche, côté McCourt, côté les instances, côté où tu tapes à des portes à CMA, alors et vous? Ah non, mais nous, on peut pas prendre le risque d'acheter l'OM. Ah non, mais nous, il n'y a rien qui existe, il se passe rien. Arrêtez de dire qu'il se passe rien. C'est pas possible, en fait, qu'il se passe rien dans ce club. Alors moi, j'ai des certitudes et des infos, etc., et des trucs dont on peut pas parler forcément en public, mais derrière, mais en fait, arrêtez de dire qu'il n'y a rien. C'est impossible, ça n'existe pas. Juste en termes de communication, de gestion, d'entraîneur, de réseau, ça n'a pas de sens. Et les supporters le voient. Donc, je trouve que là, maintenant, on est vraiment dans un truc où on se moque du monde. Bah là, c'est devenu toxique. Là, on ne sait plus. Franchement, j'attends parce que là, pour moi, c'est devenu toxique. Et quelque part, tout ce qu'ils ont construit avec Longoria au début, le travail qu'ils ont fait pour redonner une bonne image du club et un peu redorer le blason et que ce soit, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied là parce que à tous les étages, c'est un manque de professionnalisme et j'avais l'impression qu'ils en avaient mis petit à petit, ils avaient commencé à structurer. Et puis là, quand j'entends hier les interviews de Benatia, bah, je me dis, ça repart en vrille, quoi. Quelqu'un qui dit, bah, j'espère construire sur 3-4 ans avec Gattuso. Quand tu vois les résultats de Gattuso, c'est un peu même moi, quand il m'a dit ça, je dis, ça fait un peu... Enfin, on n'y croit pas. Tu fais venir Tudor, tu sais très bien que c'est une transition. Tu sais très bien qu'il ne restera pas plus d'1 an ou 2. Tu fais venir Gattuso, tu sais très bien, c'est un contrat en plus de 8 mois, Gattuso, c'était jusqu'à juin, donc tu sais très bien que ça ne va pas durer. Là, les seules pistes qui sortent aujourd'hui, c'est des contrats de 4 mois, donc jusqu'à fin juin. Il y a encore une fois une attente pour la fin de l'année, là, et certains veulent essayer de faire taire, il ne se passe rien, etc. Ça n'a pas de sens, en fait. Un club, là, aujourd'hui, qui est dans ce bazar en février, ils ne recrutent pas un entraîneur pour 4 mois. Et au contraire, ils disent, bon, là, on va trouver la bonne personne qui va nous permettre de reconstruire. Regardez, Saint-Etienne, ils ont été chercher Dalloglio, c'est pour le garder. C'est pas pour faire juste les 4 mois de fin de saison. C'est en se disant, tiens, il va nous redresser et puis on va continuer de redresser. Auxerre, ils ont fait pareil, ils ont changé d'entraîneur. Mais nous aussi, on avait fait pareil ont chez AVB, ils ont pris Sampaoli pour construire. Et derrière, il a fait une autre saison. Et là, pour 4 mois, après, peut-être qu'il n'y a plus personne de disponible, quoi. Bon, après. Ça, c'est faux parce qu'on voit la liste, elle est super longue. Il y a plein d'entraîneurs de dispo. Pour venir à l'OM, il y a toujours du monde pour venir se. Ouais, mais honnêtement, Thibaut, je n'en vois pas. L'idéal, le coach idéal, parlons-en. D'un très bon niveau qui viendrait là à 4 mois de la fin. Et pour. Alors. Je vois des mecs qui vont. Voilà, je sais pas. Puisque tu es là, que tu es intéressant, là, on est plus de 1600 connectés en direct, TikTok, Twitch, la page Facebook de Team Football, c'est le Dash Foot. Quel est l'intérêt de Gasset de venir à l'OM? Ça, c'est une vraie question, en effet. Ça, pour le coup, ce serait une vraie question. Pourquoi faire une dernière pige là, de 4 mois avant la retraite? Lui qui était déjà peut-être au bout du rouleau avec le Ragui, toujours avec le Maroc, JB. Lui qui était peut-être au bout du rouleau, je sais pas. Voilà. Thibaut, on ne cherche pas à descendre en Ligue 2, ce n'est pas le but. Il y a Hendrik qui veut monter. Alors Hendrik, on va le faire monter avec plaisir. Gasset à l'OM, vous validez, c'est un nom à 80% pour l'instant. Et sur la chaîne Twitch, on remercie Darboubo aussi pour qui a offert un abonnement, 2 abonnements communautaires. Merci à toi, à Niar Moob pour le follow. Merci. On est à 86% non Gasset à l'OM dans les commentaires. Vu que la direction de l'OM s'occupe beaucoup des réseaux sociaux, c'est possible que ça leur qu'ils fassent un rétro-pédalage s'ils ont vraiment avancé avec Gasset. Reste à savoir s'ils ont vraiment avancé avec Gasset. Hendrik en direct dans le Dash Foot pour nous dire ce qu'il en pense de toute la situation du bazar. Total cataclysme. Hendrik, salut à toi. Comment vas-tu depuis quelques temps? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mon petit Thibaut. Grand plaisir de t'accueillir. Alors, bonjour à tous. Et oui, on est à fond avec l'entreprise et les jumeaux, ça prend du temps. Et il y a qu'un domaine où je suis pas à fond, c'est marrant, tu vois, c'est l'OM. Hein. J'entends, hein, je vous écoute et tout, je suis en voiture, etc. On met ça sur l'autoradio, on écoute, on entend. Mais
Je sais plus où me placer entre parler d'une catastrophe ou parler. Est-ce que c'est. J'ai envie de parler de ce sentiment d'encore une fois de rachat où certains vont dire ouais, le rachat. Bon, écoute, moi, la réalité, j'ai l'impression, alors c'est plus qu'un grand ménage. Si je vais vraiment dans l'idée du rachat et que tu reprends vraiment les départs et le jeu proposé de l'OM aujourd'hui, quand tu penses à Payet, à Sanchez, à Under qui n'était pas mon joueur préféré, à Guendouzi, quand tu penses rien qu'à cela là, mais on est à des années-lumière. Quand on parle d'avoir une âme, là, voilà, puis l'autre, il nous sort, on n'a pas d'âme, on n'est pas des joueurs qui pouvons représenter l'OM, on devrait tous partir. Non, mais laisse, c'est une catastrophe. Là, on parlait la dernière fois que je crois quand je suis monté en live, c'est l'histoire des sandwichs là. Tu te rappelles qu'ils n'avaient pas fait les sandwichs aux gamins et on disait que c'était un club du district. En centre de formation, ouais, chez les féminines. Et ben là, quand tu as des discours comme ça, mais tu es en plein district. T'es à l'Olympique de Marseille et t'entends ton gardien qui dit on ne peut pas. Tout le monde en plus, il dit pas moi, il dit tous les joueurs. On doit tous partir. C'est lunaire. En fait, moi, ce que je suis en train de vivre avec l'OM ces temps-ci, je trouve ça lunaire. J'ai pas d'autre mot, c'est lunaire. Est-ce que c'est la lune avant le soleil? Oh, elle est belle. Est-ce que c'est la lune avant le soleil du rachat? Je l'espère. Mais j'espère que je vais pas rester sur la lune pendant encore un an parce que en fait, on gère plus les émotions et j'ai beaucoup de collègues à moi. On peut dire ce qu'on veut, on est fans, on est tous des mordus, ça va au stade de partout. Hein. Mais ils sont en train de décrocher. Les gens décrochent. Ouais, j'ai mes collègues, t'as regardé le match? Ils disent, je regarde plus le match, j'en peux plus. Je regarde même plus les matchs. C'est pour ça que vraiment, il y a une situation là où les groupes de supporters devaient prendre la mesure de ça et ils vont le faire à mon avis et faire des manifestations pacifiques pour montrer l'intelligence en plus et oui, ne pas être il le faut, c'est obligatoire. Et pacifique, donc de grève totale des supporters, de ne pas venir au stade en effet, ou de venir et de rester, de faire un sit-in, pour montrer que voilà, c'est terminé avec des grandes banderoles anti-direction, puisque c'est la direction qui a plongé l'équipe première dans cette situation totalement. Encore une fois, il y avait tout pour continuer de réussir après les 2 premières années de construction avec des millions et des millions d'euros investis, et hop, ça a été décousu. Alors, on comprendra peut-être encore plus précisément dans les semaines et les mois à venir, mais la grève du silence, comme le dit Jeff, elle refait. Toi, tu en penses quoi? C'est Otis qui me dit ça, de Gasset à l'OM. Moi, je vous dis, à part, juste, c'est un homme pré-retraite, voire déjà à la retraite, qui pense à vivre sa vie, sa fin de vie tranquille, sa fin de vie que j'espère pour lui le plus long possible, hein, bien sûr, mais il est plus senior que junior. Jean-Louis Gasset me paraît absolument pas l'homme de la situation parce que ce n'est pas spécialement un bougeur, un meneur d'hommes, un volcanique, comme pouvait l'être Gattuso, qui semblait d'ailleurs assez idoine pour la mentalité du club. Mais là, Gasset, on lui demande de gérer mars, avril, mai. 3 mois à la tête du club. Est-ce que c'est possible? Faire un petit peu mieux? Mettre les joueurs à leur poste, les remettre en confiance? Gasset sait parler aux hommes, aux joueurs. Maintenant, il reste en effet sur un semi-échec ivoirien. Il avait sélectionné les bons hommes, mais il n'a pas réussi à les faire jouer ensemble. Avoir autant de certitude sur l'avenue de Gasset à l'OM chez des dirigeants comme ceux de l'OM, là, donc en tampon, en transition avant la suite, c'est très curieux. Pourquoi, encore une fois, faire venir un joueur? Posez-vous cette question-là. Un entraîneur sur 3 mois jusqu'à fin mai, alors que vous pouvez construire dès maintenant avec quelqu'un qui se donnera un avenir à l'OM, ce qui ne sera pas le cas d'un Jean-Louis Gasset. Donc, si c'est vraiment Jean-Louis Gasset, ça me fait tout de suite sourire et ça me fait tout de suite penser en effet à une possible officialisation de session d'ici fin juin, parce que sinon ça n'a pas de sens réel. C'est très très curieux, ça décontenance. Ant 13 qui nous dit mais pourquoi toujours tout lié à la vente? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, parce que c'est un sujet que je travaille tous les jours et que je connais assez dans les détails, malgré le brouhaha, malgré le bazar organisé autour de ça, malgré les contradictions. J'ai beaucoup de certitudes via des sources très très haut placées, donc ça me permet d'avancer. Je n'ai pas la mémoire courte sur ce sujet, puisque j'en ai écrit le livre de tout ce qui s'est passé, de ce que je sais. Je ne sais pas tout, encore une fois, il faut toujours travailler avec beaucoup d'humilité. Mais donc, bien sûr que le bazar actuel de l'OM est lié au fait qu'il n'y a plus de direction, un cours totalement absent. Il y a ce message d'ailleurs, je n'ai pas mis de côté, de quelqu'un qui me disait « Mais là, Francky ne mettra plus un centime ». Ça fait depuis 2020
que tous les 6 mois, des médias vous disent qu'il ne mettra plus un centime. Même Longoria l'a dit, aujourd'hui, on vit grâce à ce qu'on fait depuis 2021 sans demander l'aide de McCourt. C'est totalement faux, en fait. Alors, chaque fin d'année depuis 2021, il y a des pertes colossales et elles sont forcément comblées par le propriétaire. Si ce n'est pas le cas, il faut nous expliquer comment vous faites, puisque ça veut dire que voilà, il y a les sociaux, c'est pas possible, en fait. C'est bien McCourt qui doit remettre au point en fin de saison. Alors, est-ce qu'il a activé un prêt extérieur ou autre? On n'en sait rien, puisque McCourt ne donne plus aucune information sur l'OM, alors qu'il le faisait de 2016 à 2021, et depuis 2021, il n'y a plus aucune info qui sorte de sa part pour nous expliquer quoi que ce soit. Là, on nous explique un rendez-vous McCourt-Longoria. Est-ce que c'est enfin le moment, ce qui a été annoncé, hein, on va être fin février, mais ce qui a été annoncé depuis 2-3 mois, la sortie de Pablo Longoria via ses mauvais résultats, on en profite pour sortir Pablo Longoria, et Tessier fera les 3 derniers mois, et là, on serait purement et simplement dans la transition attendue avec une officialisation de cession, à voir, mais l'histoire de McCourt ne mettra plus un centime, ce sont des bêtises. Le club est en déficit structurel, malgré l'apport colossal, mais secret de CMA-CGN qui a permis notamment d'augmenter sérieusement les budgets, le budget, etc., alors que le club est autour de quoi 120 millions d'euros de budget, on est autour de quoi 240, 250, 270. Voilà, il y a des choses qui se sont passées depuis 2021, bizarrement, et qui n'ont aucun sens avec le niveau sportif du club. Voilà, c'est des choses comme ça, donc à voir. C'est pas tous les clubs qui peuvent doubler leur budget en 2 ans. Clermont aimerait bien, Auxerre aussi, etc. Autre question, il y a ce week-end, Rongier revient bientôt. Pas la réponse, en tout cas je sais qu'en privé il se plaint toujours d'inflammation au niveau du tendon rotulien. Est-ce qu'il arrive à trouver les bons spécialistes pour calmer ça? Normalement ça se trouve. Est-ce qu'il le fait? J'en sais rien, mais pas de nouvelles donc d'un hypothétique retour. Puis ensuite il faudrait qu'il revienne à un niveau physique acceptable. Ça c'est pas simple. Sais-tu si Benassia a un lien avec les Saoudiens? Mehdi Benassia avait son agence donc de travail aux Émirats et il s'entend très très bien avec le monde arabe. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Donc aucun souci. Le lien avec les Saoudiens, je suis en lien avec les Saoudiens, il est en lien avec les Saoudiens, tu vas te dire, c'est quoi, qu'est-ce que tu insinues par là? En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui est connu et respecté là-bas, ça c'est clair. Jordan Vertou, c'était une blessure musculaire, on n'entrevoit toujours pas son retour, mais quand on n'est ni Kondogbia, ni Vertou, ni Rongier au milieu, qui est votre milieu titulaire, que vous retrouvez avec un Onana, qui n'est quand même pas un joueur de première zone, plus Unai, plus Harit, Unai et Harit qui sont des joueurs un peu hybrides, notamment Harit qui n'est pas tout à fait un milieu de terrain, qui n'est pas tout à fait un titulaire. C'est impossible pour l'Olympique de Marseille. Autre question, salut Thibaut, à Newcastle, il y a eu les mêmes problèmes avec l'officialisation, il y a eu plein d'autres problèmes, ça qui a retardé de plus d'1 an et demi, 2 ans l'officialisation. Et on ne compare absolument aucune vente avec une autre, ça n'existe pas. Voilà, chaque cas est particulier, chaque personne est spécifique, chaque calendrier est différent, et les affaires sont les affaires. Et si on doit rappeler un truc par rapport à ces ventes de clubs, par rapport à ces choses-là, les amis, un truc à bien intérioriser, c'est qu'un Olympique de Marseille, ça ne vaut rien, c'est peanuts. Non pas qu'on peut le racheter en un jour, parce que pas du tout, ça prend des mois et des mois par rapport aux audits, par rapport aux vérifications et X choses, aux comptes, etc. Mais en revanche, c'est peanuts à l'échelle des hommes d'affaires planétaires. C'est-à-dire que vous êtes dans le foot, et moi aussi, tous les jours, et c'est la passion, et on adore ça, et il faut aller au match, etc. Eux, ils n'en ont rien à carrer, et c'est pas le problème à l'échelle politique, géopolitique. Pareil, ok, on sait l'enjeu du sport business, on connaît l'enjeu de l'image, on connaît l'enjeu sportif, qu'un club aussi fasse vivre une ville. Mais en dehors de ça, c'est pas leur problème. Quand tu gères des infrastructures dans des ports, quand tu gères une route de la soie, quand tu gères des deals au niveau d'hydrogène, au niveau d'autres énergies, le foot à côté, ok, c'est pour s'amuser. C'est du pain, des jeux, du cirque, comme à Rome à l'époque. Donc, l'histoire, elle est là. C'est qu'encore une fois, notre histoire, notre passion pour le foot, c'est tout rikiki en dessous de ce que les grands hommes d'affaires gèrent et les grands hommes politiques gèrent. Donc, c'est pas toujours été la priorité. Et voilà, il faut le savoir. Et l'absence de Frank McCourt, qui n'est même pas je le mets même pas dans ce monde-là des Rodolphe Saadé et les autres, ça vous montre aussi que c'est un décrochage total de sa part, qu'il est déjà sur d'autres choses. Parce que entre 2016 et 2021, c'est un homme qui s'était toujours très, très occupé du club, en se montrant très régulièrement, en s'affichant, en valorisant ce qu'il avait investi, c'est-à-dire en expliquant comment, pourquoi, en venant à des présentations comme celle de Payet. Et depuis 2021, bizarrement, terminé,
plus personne, on siffle la fin de la pièce et éteignez les rideaux, baissez les lumières. Là, le problème, c'est que les lumières sont encore allumées d'un côté, éteintes de l'autre. C'est un problème. Il y a un problème. Sanchez, pareil, l'un des plus gros joueurs de l'histoire de l'OM, finalement, en termes d'aura internationale, etc. C'était comme si ça avait été une signature de lambda de mon numéro 5 de l'US Stade Sable. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, Thury, ça, tu peux retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube et te refaire l'histoire à travers le temps. Ce serait beaucoup trop long à revenir là-dessus sur tous les aléas de ce bise surréaliste. Voilà. Et est-ce que tu as quoi à dire sur la DNCG qui nous refuse des transferts? L'Olympique de Marseille s'est monté un effectif avec une masse salariale quasi à nouveau record comme depuis 2021-22. À partir de là, la DNCG, vu que McCourt est aux abonnés absents, ne peut pas permettre à l'OM de faire n'importe quoi, sachant qu'il n'y a pas eu d'officialisation de reprise. C'est tout simplement normal. Mais voilà, éteignez les lumières, baissez les rideaux. On va se taper encore combien de saisons dégueulasses? Je n'en sais absolument rien sous comment ça doit se passer. Heureusement, normalement, on voit le bout du tunnel. Est-ce que c'est le bout du tunnel? Est-ce qu'il y a un tournant encore? Je ne sais pas. Ce sont les affaires. Il faut toujours faire très attention. Saadé doit halluciner de voir ce qui se passe au club. Bah oui, le partenaire principal, l'actuel sponsor, en effet, est arrivé pour aider un petit peu le club, ce qui est peanuts par rapport à toutes ces affaires aussi et tout ce qu'il gère à côté. Il voit d'un côté la peur qu'il peut y avoir d'être un Saadé qui rachèterait l'OM parce qu'on peut voir les pressions qu'il y a sur les familles, sur les salariés, sur voilà, la pression qu'il peut y avoir à Marseille quand les résultats sont négatifs. Et d'un autre côté, il voit qu'en effet, avec l'OM, il n'a jamais eu autant de pubs de sa vie sur CGM et d'éclat au niveau de l'image. Sauf que bon, il est arrivé dans les pires périodes. Mais donc, c'est toujours des dilemmes pour les chefs d'entreprise, mais il y en a beaucoup qui sont plus dans le vivant heureux, vivant caché, qu'un Kita ou d'autres qui veulent briller en reprenant des clubs de foot. Donc voilà, comment tu t'es lancé sur la piste? Oh, ça, je suis revenu là-dessus 100 000 fois. OM, ça me saoule. Ça me saoule, pardon. C'était juste avant le Covid, par quelques discussions avec des hommes d'affaires à l'improviste qui me parlaient du fait que l'OM était en vente sur les marchés financiers, qu'il y avait des offres qui tombaient et ces offres m'ont été données en détail. Et quand j'ai vu que 20% de ce que je savais sortait c'était tout au mercato à l'époque, je crois en avril 2020, je demandais des autorisations à mes différentes sources en disant mais moi je peux en parler, bah, bien sûr, voilà, c'est public maintenant, eux ils en ont parlé, donc moi j'ai apporté mon écho à ça et je me suis lancé là-dedans. On était en plein Covid, moi je m'arrête jamais de travailler, donc je me suis lancé là-dedans. Il y a eu tout de suite énormément d'amour de la part des supporters pour dire de continuer à tirer le fil de tout ça et essayer de trouver la vérité. Moi, étant extérieur un petit peu au fonctionnement des clubs, etc., puisque je n'étais pas directement confronté à eux, j'ai pu tisser cette toile d'araignée, j'ai pu continuer à travailler un peu dans l'ombre en faisant quelques vidéos par-ci par-là. Et puis quand certains se sont rendus compte du travail que j'avais déjà fait, il était déjà fait depuis un moment. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pu avancer et travailler ça tous les jours, non-stop, depuis 4 ans quasi, et que ça a pu porter ses fruits pour avoir une compréhension beaucoup plus globale du sujet et éviter d'être en mode mémoire courte, de ne pas se poser de questions sur les 200 millions d'euros qui sont arrivés. Voilà, Jérémy sur X, n'hésite pas à monter en direct en visio et puis il va nous expliquer tout ce que tu sais, nous faire la leçon et nous offrir tes lumières, c'est avec grand plaisir. Tu sais qu'on adore les haters, ça fait monter l'algorithme. On vous aime beaucoup. Tu as tweeté que cette année était la bonne pour l'OM. Ne te dédouane pas si c'est pas le cas, s'il te plaît. Ziad, j'ai mis du conditionnel, j'ai pas cité l'OM dans ce tweet, donc tu as le droit de te faire tes interprétations, mais ici on fonctionne sur des infos données, des sources données, du carré et surtout des explications claires et précises. Les amis, même si ça fait plaisir, on est plus de 1200 connectés, je crois qu'on est plus de 40 ou 50 000 aujourd'hui sur le Dash Foot. Victor, en direct, bienvenue à toi Victor. Salut Thibaut. Salut. Alors, la dépression. Je viens pour parler un petit peu parce que en fait, je supporte l'OM depuis l'âge de 12 ans. Là, ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'OM, c'est grave pour les supporters, pour le club. Parce que vu la déclaration de Benassia, vous l'avez tous entendu hier, je trouve que c'est très grave pour un joueur comme Klose de salir l'institution qui est l'Olympique de Marseille.
par le fait de dire qu'un joueur il est mauvais, il travaille pas assez d'entraînement, c'est un fait. Ça peut être un cas d'un joueur, d'autres joueurs. Mais le dire en public, de salir l'Olympique de Marseille de cette manière, c'est très très triste. Par le fait que, vous l'avez vu, cette saison, l'OM est pas du tout bon dans le jeu, pas du tout bon avec les joueurs qu'on a, que ça soit offensivement ou défensivement sur certains moments, comme on l'a vu contre le Shakhtar, où la défense, Gattuso dit qu'il passe une défense à 3, mais dans la minute suivante, on prend un but. Mais comment tu peux dire que la défense à 3 a eu un impact? Tu viens de mettre le style de jeu, tu sors tes attaquants. C'est pas possible de dire ça. Alors après, il voulait son style de jeu, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu en as parlé. Il était preneur de son style de jeu, il n'a pas eu le mercato qu'il voulait, mais même si tu n'as pas ton mercato, le but c'est que tu es entraîneur, tu veux entraîner un club. Ce club-là, il a besoin de toi. C'est-à-dire que nous, on a besoin de vivre des émotions. C'est dur, la dernière saison, on a pris Annecy, on a pris Tottenham. Ça a été une saison où ça a été dur. Et les émotions, on n'en a plus trop, surtout cette saison. Quand on voit le match contre l'Ajax, ça a été tellement dur au retour, où on doit avoir un penalty sur la dernière minute, où Lyon, on arrive à gagner, on arrive à avoir 4 matchs avec Lorient, Lyon, Rennes, où on fait un match très mauvais, mais on gagne, et grâce à un penalty, ils défendent ils défendent très très mal. Et là, à l'heure actuelle, moi je supporte l'OM, je vais tous les week-ends au stade, enfin tous les 2 week-ends je vais au stade. Je n'ai pas loupé un match depuis 3 ans, on y va tout le temps, on y va avec ma copine, son beau-père et tout. On voit les virages, on voit tout le monde, on en parle avec tout le monde. C'est très triste de voir un club qui hier, j'étais dégoûté devant ma télé en me disant mais comment ce club a pu arriver à tel point, en fait, si mauvais, alors que depuis 2 ans, on se régale, tu vois, même si tu dors, on peut dire tout ce qu'on veut, ça a été la mauvaise fin de saison, mais putain, mais Paris l'année dernière, mais je l'adulais, le mec, je l'adulais. Comment tu peux pas, tu as envie des émotions dans un stade où quand on a vécu le match contre Paris, mais on roulait sur la Ligue 1 à ce moment-là. Quel point on en est arrivé? Il y a des fautes sûrement de Longoria, des fautes qu'il a fait. Je pense peut-être un cycle qui doit tourner. Et tu l'as dit, s'il y a une vente, c'est un cycle qui doit tourner sûrement. Et c'est très triste. Là, c'est quoi pour toi la meilleure solution alors après Gattuso pour finir la saison, puisqu'apparemment on ne parle que d'entraîneur juste pour 4 mois, pour 3 mois et demi. Mais quel entraîneur veut faire ça? Quel entraîneur quel entraîneur va dire moi je viens à l'OM pour 3 mois dans un bourbier pareil, pour remonter un truc, pour une équipe on ne sait même pas si les joueurs ont envie de jouer pour l'OM, parce que regardez Klose, mais moi je suis Klose, mais j'ai plus envie de jouer pour l'OM. Je suis désolé, ce pauvre joueur. Je suis pas un grand fan de Klose, mais le mec, il a eu sa carrière à 28 ans, il a commencé à devenir contrat pro, il a galéré toute sa vie. Le mec, il fait un sacrifice, il vient à l'Olympique de Marseille, il baisse son salaire, putain, et on lui chie à la gueule une saison après. C'est même lui en tant que non mais je suis personne, je suis un supporter, mais moi je suis un joueur, mais moi je suis triste. Je suis triste, je suis Klose, je suis triste. Genre, je sors contre Monaco, mais heureuse, mais même dans sa tête, mais même moi je sors. Comment je joue avec des chèvres, je joue avec 11 chèvres sur le terrain. Mais même lui, il sort. Encore heureux, il sort, il se blesse. Bon, non, mais c'est triste. Mais quand on voit le match, moi j'ai fait le déplacement à Nice pour voir OM Nice, alors qu'il n'y avait pas le parquage. Mais Aubameyang, le truc qui loupe devant les cages. Mais j'étais devant, mais je me disais, mais alors c'est un grand attaquant, et il l'a montré en Europe, et il l'a montré contre l'Ajax, et il l'a encore montré jeudi. Mais alors il a des stats, et les stats elles sont correctes, parce que Alexis Sanchez avait les mêmes stats l'année dernière. On critique et tout. Peut-être qu'il n'a pas le même caractère, la même envie, il donne pas la même envie sur le terrain par rapport aux autres joueurs. Et ça, on est d'accord. C'est pas un meneur comme Alexis Sanchez, c'est pas un autre joueur. Mais là, avec les joueurs, qui lui donne des bonnes passes à l'OM? Qui lui donne? Harit, il donne quoi? Il a donné quoi au Naï hier? Ces 2 joueurs, ils reviennent même pas au pressing, ils défendent pas. Et on ne parle pas d'Onana et de Kondogbia, les derniers centres qu'ils font à la fin du match. Mais c'est des centres, on dirait ils jouent en D2. Allez, vas-y, allez la chercher là-bas, les gars. C'est super triste. C'est super triste. Et c'est vraiment. Et cet emblème, on l'aime. Hein. Mais il représente rien du tout. Il représente plus le droit au but. Je ne sais pas si c'est les joueurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont perdu, le coach a perdu les joueurs. Et que du coup, ils se sentent délaissés. Et ils ne jouent plus pour le club. Je ne sais pas. Hein. J'ai même pas de.
Enfin, j'ai même pas de solution. Moi, je pense qu'il ne faut même pas de coach jusqu'à la fin de la saison. Il faut garder Pancho et laisser le destin à Pancho parce que c'est lui peut-être qui a depuis le plus longtemps. En fait, c'est lui qui est là depuis le plus longtemps. Ouais, mais il n'a pas les diplômes d'entraîneur. Donc, c'est un problème. Alors après, ouais, mais vous préférez. Ça se paye. Mais le bazar actuel, c'est vraiment une situation qui se répercute forcément sur les joueurs. Et les pauvres joueurs, en effet, mettent plus un pied devant l'autre. Mais pourtant, individuellement, il y a certains joueurs qui sont plus que corrects. Mais jamais de la vie, un entraîneur ne mettra Unai et Harit dans le même trio de milieu de terrain. En fait, ça ne ressemble à rien. C'est pas possible. Ça n'existe pas en termes de complémentarité. Donc, tu as trop de choses qui sont impossibles. Tu joues en 4-3-3 sans ailier gauche depuis le début de saison. Tu n'as pas un ailier gaucher, donc tu veux jouer avec des ailiers, tu n'en as pas. C'est que des latéraux. Donc, ton système, il est impossible à mettre en place. Gattuso, on sent bien qu'on lui a menti lui aussi, dans le sens où il s'attendait à ce que janvier soit un tournant pour qu'il prenne vraiment les rênes de son équipe. Finalement, ce qui arrive, c'est que des joueurs de seconde zone et quasiment, je vais mettre Merlin de côté, et on lui dit vas-y, fais, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Et donc, des mecs aussi droits qu'un Sampaoli, qu'un Gattuso, oui, ils explosent au bout d'un moment, et ciao. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir si jamais, souvent les entraîneurs de l'OM sont restés assez tranquille, mais si Gattuso se met à parler dans les prochains mois, à mon avis, il y en a certains à Marseille qui vont se faire écorcher parce que sinon, il sait très bien que ça restera pour sa gueule au niveau de l'image, et ça voudra dire ça a été l'échec Gattuso. Non, à mon avis, il va remettre les choses au clair pour expliquer qui était qui dans ce club. En tout cas, je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints tard, JPP, il ne veut pas faire ce type d'intérim. Je pense qu'il a les diplômes parce qu'il a coaché à Strasbourg. Moi, j'avais connu à ce moment-là. Il doit les avoir, à mon avis, à moins qu'il y ait des mises à jour qui doivent être faites. Mais en tout cas, JPP, il ne veut pas faire ce genre de choses. Donc, à moins qu'on arrive à le convaincre, il n'est pas lancé là-dessus et c'est pas ce qui bruisse. En revanche, tous ceux qui posent des questions, comment des repreneurs peuvent revenir dans ce contexte actuel, j'ai envie de te dire, c'est le meilleur contexte pour des repreneurs qui arriveraient en te disant, on est les sauveurs, on peut pas faire pire. Donc bon, ça c'est vraiment pas le problème. La situation fait qu'il y a un sauf-qui-peut général, un bazar au niveau de la direction, qu'il n'y a plus un joueur qui met un pied devant l'autre. La question n'est pas est-ce que c'est bon moment de repreneur, c'est tous les jours le bon moment pour changer les choses à l'OM. Et voilà, est-ce que il y a des gens qui ont eu un intérêt à foutre un bazar total à ce point à l'Olympique de Marseille pour que McCourt de lui-même dise il faut accélérer tout ça et qu'il faut l'annoncer? J'en sais absolument rien, tellement les affaires autour de la vente OM étaient vraiment extra sportives, deal parallèle, etc. et bien au-dessus de l'Olympique de Marseille. Voilà. On nous parle aussi de Samir Nasri possible. Je ne crois pas que Samir Nasri ait ses diplômes d'entraîneur pour entraîner en Ligue 1. Non, pour l'instant, c'est pas possible. Il n'a pas fait d'expérience. Il n'a aucune expérience. En fait, ce serait même pour lui le brûler. Donc voilà. Non. C'est pas un pompier. Galtier, c'est pas un pompier. Il est coach actuellement au Qatar. Il va pas déménager en 24 heures du Qatar où il est grassement payé pour arriver là où il sait très bien que c'est. Il arrive en tant qu'ancien Parisien avec un effectif de merde. Oh, génial, j'arrive. Sachant que Galtier avait laissé entendre à monsieur Tapi fils lors d'une discussion Instagram un peu bizarre que lui aussi était au courant de ce qui se tramait à l'OM. Donc, autant te dire qu'il doit se dire attends, ce merdier-là, bien sûr que non. Voilà, Bourbier. Alors, on nous dit Fabrizio Romano, il va trop vite, trop chaud. Il annonce déjà l'accord entre Gasset et l'OM. Très bien, attendons de voir quand même, parce que Romano, la semaine dernière, a annoncé notamment le transfert de Federico Redondo de l'Argentine vers la MLS à l'Inter Miami, et en fait, le transfert a été retoqué très vite et annulé. Donc, Romano, tête d'affiche et top, il reçoit tout en effet direct, clé en main. Là, sur Gasset, voyons, parce qu'on n'est pas à l'abri encore de retournements, de choses qui se passent. J'attendrai de voir aussi les premières déclarations de Gasset avec impatience, et on va s'en reparler cette semaine, les amis. Ça, c'est sûr, il est déjà 14h45. Victor, merci d'être passé en direct. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Merci à lui, merci à nombreux supporters d'être venus répondre à cette édition spéciale du Dash Foot, la question du jour qui pour remplacer Gattuso, qui est l'entraîneur idéal. On se reparle de tout ça et de l'actualité foot ensemble. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est le plus important, c'est le principal. Francky, mes maillots vintage, je n'ai eu d'époque, ou alors des rééditions sur
il y en a beaucoup sur l'ami, comment il s'appelle? Il y a toujours le code qui existe, globalselling.net. Avec le globalselling.net, avec le code TV10, vous avez moins 10%. Et voilà, moi, j'ai rien à gagner, encore une fois. C'est juste un échange de bons plans et un échange de bons procédés. Voilà. À quand un maillot de l'US Stade Sable? Oui, il faut que je le fasse confectionner, le maillot de l'US Stade Sable. T'as une tête de supporter, c'est tout. C'est exactement ça, Jonah. Allez, les amis, prenez soin de vous et des autres. J'arrive plus à vous quitter. Vous êtes trop attachant, c'est Dash Foot, quoi. Allez, pas demain, mais regardez le programme sur le canal Instagram Dash Foot. N'oubliez pas de vous abonner là-bas aussi. Et sur mes différents réseaux, je vais mettre ça en story. Bye bye, bye bye, bye bye.